Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des plans d'exécution. Alors, comme c'est un vaste sujet, on va essayer d'être un peu bref, parce qu'après il fera partie de formation. C'est un peu plus compliqué c'est bien plus compliqué que ce qu'on peut en penser. Donc, on va faire ça en plusieurs thèmes. Les généralités, qu'est-ce que c'est que les plans d'exécution, à quoi ils servent et qui les doit, ce qu'ils comportent bien sûr, qui est concerné et les sanctions en cas d'oubli ou de non-réalisation de plans d'exécution. Alors, premièrement, qu'est-ce que les plans d'exécution? Alors, il y a plusieurs plans. Vous avez le plan, on va dire, on oublie l'architecte parce qu'il a déjà bien avancé, on arrive au plan de projet. C'est-à-dire que ce sont des plans qui sont quand même relativement avancés. Et ces plans de projet ne peuvent pas servir à la réalisation d'un ouvrage. Il faut savoir que les plans de projet, ils dépendent quand même du plan de permis de construire. Le plan de permis de construire, il est établi, c'est un document officiel. Tout dans la réalisation doit être conforme au permis de construire. Ça, c'est un problème de légalisation. Après, avec les plans de projet, qui dépendent bien sûr des permis de construire, ces plans de projet permettent de préciser exactement ce que le maître d'ouvrage veut. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage ici, il doit absolument être le gardien du temple pour ce qui concerne tous les plans et son projet. Ça c'est hyper important pour messieurs les maîtres d'ouvrage, parce que je rappelle, encore une fois, que toutes mes vidéos que je fais sont à l'usage uniquement des maîtres d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, il doit tout surveiller. Il doit être vigilant, il doit être comment je dirais, il doit être susceptible, il doit tout avoir pour faire. Le but, c'est d'arriver au bout. Donc les plans d'exécution, c'est un outil de communication. C'est-à-dire que les plans d'exécution permettent la réalisation d'un ouvrage. Il suffit de lire et exécuter. Mais ces plans doivent être faits avant toute exécution. Et ils doivent concerner la totalité de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un petit bout de plan d'exécution pour un maçon, un petit bout de plan d'exécution pour un charpentier, et ainsi de suite. Non, non. Avant de démarrer, on doit avoir tous les plans d'exécution. Je sais que c'est pas appliqué par tout le monde, voire je dirais qu'il y a peu de gens qui l'appliquent, à part vraiment que sur des dossiers sensibles. Mais il m'arrive couramment d'entendre, bon, on verra. Et je dis toujours, on verra égale chèque, égale dollar. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Donc ces plans, ce sont des plans qui sont très précis dans l'exécution, il y a tout dedans, toutes les indications, tout ce qui doit être fait en fait. Hein. Et ils dépendent aussi des notes de calcul des ingénieurs. C'est-à-dire qu'un ingénieur qui vous dit je veux une poutre d'1 mètre de haut par 20 cm de large, eh bien dans les plans d'exécution, elle doit apparaître. Il en est de même pour le positionnement des appareils, pour l'implantation électrique, si on les passe tous, ça va être infernal, mais chaque corps d'État a ses plans d'exécution. Bon. Maintenant, ces plans d'exécution, ils doivent être hyper performants. C'est-à-dire que ils se font pendant ce qu'on appelle la période de préparation, parce qu'il faut savoir que quand vous démarrez un chantier, il y a une préparation qui se crée avant. Alors soit vous avez un maître d'ouvrage, soit un maître d'œuvre, excusez-moi, soit vous avez un architecte, soit peu importe qui gère le chantier. Tout doit être fait avant. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire qu'un chantier se fait sur un bureau. C'est-à-dire que si tout est bien préparé, on va y arriver. Demi-préparation égale problème au carré. Donc ça, c'est une évidence qui est connue, mais pas toujours prise en compte. Donc ces plans d'exécution, ils doivent être parfaits, tout doit être dedans. C'est-à-dire que, et ils sont distribués à tout le monde. C'est-à-dire que le plombier, par exemple, doit voir l'exécution du maçon. Et il ne faut pas oublier aussi que ces plans sont réalisés en collaboration avec toute une équipe, c'est-à-dire tous les corps d'État créent une équipe,
et chacun doit donner son avis, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, on ne va pas dire au chauffagiste, bah, tu passes des tuyaux au travers d'une poutre qui a une portée de X mètres et qui peut mettre en danger le bâtiment. Donc chacun doit participer, doit voir les plans, doit donner son avis, en positif ou en négatif, hein, il n'y a pas de problème là-dessus, mais chacun doit avoir pour donner son avis. Et la gestion de tous ces avis, c'est le rôle du maître d'œuvre. Donc, soit de l'architecte, soit un maître d'œuvre indépendant, soit peu importe qui gère l'ensemble du chantier. Si c'est une entreprise générale, eh bien, elle a intérêt à ce que tous ses plans à l'intérieur soient parfaits pour son personnel, voire pour ses sous-traitants. Voilà. Donc, à quoi ils servent et qui les doit? Alors, ils servent bien sûr, comme je viens de dire, à la réalisation de l'ensemble de l'ouvrage. Et ils doivent être cotés dans les 3 axes, longueur, largeur, hauteur. Ça, c'est une évidence. Voilà. Et ils sont dus par l'entreprise pour une simple et bonne raison, c'est que chaque entreprise a du matériel, a du personnel, a une façon de travailler. Donc, on ne va pas donner des plans d'exécution à n'importe quelle entreprise. Donc, c'est pour ça que les plans d'exécution sont réalisés et suivis par l'entreprise. Alors, pour ce qui concerne les entreprises qui n'ont pas les moyens de les réaliser, parce qu'il y a des artisans qui ne sont pas équipés, mais qui les font réaliser par un architecte, peu importe, un dessinateur, par qui ils veulent, mais ils ont le devoir de les suivre. C'est-à-dire que ces plans d'exécution sont sous leur responsabilité. Quoi qu'ils fassent, qu'ils aillent les faire par un archi, par n'importe qui, par n'importe quel dessinateur, ils en sont responsables. C'est-à-dire que c'est eux qui ont donné les ordres à l'archi. Bien sûr, celui qui fait les plans, il a un devoir de conseil. Donc s'il voit qu'il y a une erreur, il doit quand même le signaler. Mais il n'a pas toutes les données du problème. Il ne peut pas tout comprendre, tout savoir, tout gérer. Donc, ces plans, ils sont dus par l'entreprise. Et derrière, ils doivent être visés. Pourquoi? Parce que le maître d'ouvrage, il est où dans tout ça? Il faut bien qu'on le ramène sur le tapis. C'est-à-dire que c'est quand même sa propriété, c'est lui qui paye, donc il a quand même un droit de vue sur tout ce qui doit se faire. Et il doit être, il doit faire preuve d'intelligence, de suspicion. Il faut être extrêmement suspicieux, parce qu'il faut tout voir et tout comprendre. Alors, bien sûr qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui disent, mais moi je ne vais pas m'en occuper, j'ai un délégué, excusez-moi, un MOE, et un MOE, et donc, mais cette personne n'est pas infaillible. Alors, bien sûr, c'est écrit partout, ça, le maître d'ouvrage, il doit être présent, il doit être à l'affût de tout, il doit surveiller, il doit regarder, il n'y a pas de mystère. Il ne faut pas qu'ils disent après, oui, mais je pensais que non. Il y a des papiers qui sont faits, il y a des papiers qui sont écrits. Donc, et il y a cet outil de communication qui est le plan. Donc le maître d'ouvrage, il doit les viser et les signer. C'est-à-dire qu'il dit, je suis d'accord avec ce que vous me proposez. Et l'entreprise, d'ailleurs, est en devoir de tout lui expliquer. Et elle a une obligation de conseil, elle doit tout lui expliquer comment cela doit se produire. C'est-à-dire pourquoi il fait telle mise en œuvre, pourquoi il commence par un côté, pourquoi il continue par l'autre, parce que bien sûr dans la méthode, notamment par exemple sur des immeubles où il y a des banches qui tournent, c'est-à-dire les banches qui tournent, c'est des coffrages, un jour ils servent à faire une partie du bâtiment, le lendemain c'est décoffré, ils vont faire une autre partie, ce qu'on appelle faire tourner les coffrages. Donc l'entreprise doit être à même de toujours expliquer au maître d'ouvrage ce qu'il est en train de faire. Mais tout ceci, ça doit être fait par écrit. C'est-à-dire que rien ne doit être fait verbalement, ou alors c'est fait verbalement, mais derrière, il y a un compte-rendu, automatiquement. Messieurs les maîtres d'ouvrage, je vous conseille de ne pas téléphoner, il faut abandonner vos téléphones, il faut abandonner la parole. Vous faites un écrit, vous dites je veux savoir ci, je veux savoir ça, et c'est la seule façon que vous ayez d'avoir de l'information. Alors bien sûr, il y a une autre aussi solution qui fait que les plans d'exécution, pour un maître d'ouvrage qui ne sait pas trop, il se prend une tablette, il se les met dedans, on peut tous les charger en format PDF, et on peut tout avoir maintenant, il n'y a aucun problème. Donc il va se promener sur son chantier, il a tous ses plans, il a tout ce qu'il veut, il en profite pour faire des photos, et voilà, et ça permet d'avancer. Mais
il les a visés, donc il est d'accord avec tout ce qui doit se faire. Il ne peut pas dire après, je suis pas d'accord. En fait, le plan d'exécution, il couvre tout le monde. Il couvre le maître d'ouvrage, il couvre le maître d'œuvre et il couvre l'entreprise. Ce qui est quand même, là on est parfait. Le but, c'est d'arriver à la fin d'un chantier, à la réception, sans réserve, parce que tout est parfait. On est dans l'excellence et le but, c'est ça. Donc, mais pas d'outils de communication, pas de possibilité de travailler. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers, et ça je le vois en expertise, chaque fois que je demande des plans d'exécution qui devraient être fournis et qui devraient être mis en place, il n'y en a pas. C'est comme ça, soit l'entreprise a dit oui, mais moi j'ai pas besoin, je sais faire, soit le maître d'ouvrage par ignorance, il ne savait pas, il a dit bon, allez, il fait confiance, c'est normal, hein, le maître d'ouvrage est obligé de faire confiance à l'entreprise. Mais à la sortie, quand il y a des problèmes, là, c'est plus compliqué, c'est là qu'on fait venir les experts, et c'est là où on arrive, et on commence à poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et c'est très souvent que quand on dit plan d'exécution, les entreprises sont plus là. Ou alors elles disent oui, mais c'est à l'architecte de les faire. Je suis désolé, c'est pas le travail de l'architecte, c'est pas le travail du maître d'œuvre, et de très loin. Un architecte peut faire des plans d'exécution pour le compte d'une entreprise, mais l'entreprise doit les visualiser, les suivre, les comprendre et être d'accord avec ce qui est dessiné. Quand elle va le fournir au maître d'ouvrage, elle ne va pas dire oui, mais c'est l'archi qui m'a dessiné. Non. Le plan d'exécution, c'est lui, c'est l'entreprise. Ne pas oublier, ça c'est quand même très important. Alors, ce qu'il comporte, il comporte l'ensemble de l'exécution. C'est-à-dire que tout ce qui est mis sur un plan a une raison d'être. Il y a des dimensions, bien sûr, sur les 3 axes, c'est une obligation pour tout le monde. Il y a des implantations, il y a des cheminements, c'est-à-dire que plusieurs corps d'étape peuvent cheminer dans la même gaine technique. Il y a des définitions, il y a des notes de calcul qui ont été prévues en fonction de ces plans. Il y a des dimensions de... truc tout bête, des dimensions de chauffage. Par exemple, les radiateurs, on met une dimension, on dit qu'il va y avoir telle dimension par telle dimension. Si après le client, enfin le maître d'ouvrage, veut mettre des meubles bien précis, eh ben, il peut se faire un plan d'aménagement à l'intérieur en fonction par exemple des radiateurs. Mais attention, tout ça doit être fait avant de démarrer le chantier. Il ne faut surtout pas penser qu'on va démarrer un chantier, les plans d'exécution, on a ceux du maçon, le maçon verra après. Non, ça ne marche pas. C'est-à-dire que on réfléchit après. Et quand on réfléchit après, comme j'ai dit tout à l'heure, la réflexion c'est dollar. Et qui paye dans tout ça, c'est le maître d'ouvrage. Alors monsieur le maître d'ouvrage, soyez vigilant. Regardez tout, soyez suspicieux, c'est hyper important. Donc dans tout ça, quand je dis ce qu'il comporte, il doit tout y avoir dedans. Les plans d'électricité, les plans d'implantation des sanitaires, les niveaux. C'est-à-dire que les niveaux, ils sont conformes à un permis de construire, donc ils doivent être automatiquement adaptés par rapport à une borne NGF, par rapport à, peu importe, un bâtiment, quelque chose en dur qui existe, mais qui est référencé du départ et qui est donné par le géomètre ou peu importe qui d'ailleurs. On dit voilà, le niveau de référence il est là, on doit être au rez-de-chaussée à moins temps ou à plus temps, le premier niveau à plus temps, parce qu'à la fin, le bâtiment il doit avoir une certaine hauteur. S'il dépasse la hauteur et qu'il y a un contrôle, ça sera trop tard. Donc ça fait partie de ce que j'appelle contrôle et autocontrôle. Il y aura une petite vidéo là-dessus plus tard. Et c'est quand même très important. Mais en fait, ces plans d'exécution permettent tous les contrôles. Si un contrôleur quelconque, peu importe, qu'il soit qualité, qu'il soit peu importe, s'il n'a pas l'exécution, s'il n'a pas les plans de permis, s'il n'a pas les plans d'exécution, il ne peut rien contrôler, c'est pas possible. À part peut-être de la technique de base, des normes de tolérance dimensionnelle données par le DTU, enfin bref, tout ce qui est lié à ça, mais de toute façon, le plan d'exécution est un outil de communication de base, c'est un document maître. Ça, il faut vraiment se le mettre dans la tête et pas en sortir. Voilà. Donc, on va prendre
pour faire comme un jeu de rôle, à la limite. On dit, il n'y a pas de plan d'exécution, ça va où? Le manque des plans d'exécution, déjà, c'est la porte ouverte à tous les abus. Parce que chaque entreprise va interpréter et elle interprète à sa façon. Il faut savoir que chaque entreprise, une entreprise, pardon, n'a pas de vision globale de l'ouvrage, de l'œuvre et de l'ouvrage, la mise en œuvre et de l'ouvrage. L'architecte en a une, le maître d'œuvre en a une, mais chaque entreprise n'a aucune vision. Donc il peut intervenir comme il veut. C'est d'ailleurs, moi je me souviens à l'époque où je faisais la maîtrise d'œuvre, combien de fois j'ai entendu une entreprise qui me disait ouais mais j'ai trouvé une solution, on pourrait faire ça, ça ira un peu mieux. Eh bien non, il fallait, je me suis fait avoir plusieurs fois, mais bon après j'ai bien compris qu'il fallait c'était non, parce que les plans qui sont faits d'origine, s'ils sont bien pensés, il ne faut pas y toucher. C'est-à-dire que ça paraît tout bête, mais des prises électriques dans une chambre, si on ne sait pas où est le lit, on risque de les mettre à l'opposé de l'endroit où il doit être. Donc il est important que l'électricien ait rencontré le maître d'ouvrage, lui fait un plan en lui disant voilà, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez? Après, le maître d'ouvrage va dire bah, oui, ça me va, ou là ça me va pas, il faudrait me changer ça, il fait changer, puis c'est terminé. Il en est pareil, de même pour le plombier, le chauffagiste, enfin, tous ces corps d'état où il y a des mises en œuvre qui doivent être, comment je dirais, assez précises pour que le maître d'ouvrage puisse utiliser correctement ce pourquoi il a payé. Voilà. Donc s'il n'y en a pas, ben voilà, tout le monde part dans tous les sens. C'est pour ça que sur des petits chantiers, il y a très souvent des histoires, parce que tiens, il n'y a pas très longtemps, j'étais sur une expertise. Quand j'ai vu les plans de projet de la cliente, parce qu'il n'y a pas eu de plan d'exécution, c'est le cas de figure, tiens, et je pourrais même vous les faire voir, quand j'ai vu les plans de projet, je ne comprenais pas, ça ne correspondait pas du tout comment je dirais, à ce que la cliente avait demandé. Bon, c'est vrai que la cliente avait débordé un peu, c'est-à-dire qu'elle ne s'occupait pas, par exemple, des descentes, les descentes de Usée ou d'Auvanne, et ben, elle descendait en plein milieu d'une pièce, ou alors dans un coin où on ne pouvait pas parce qu'il y avait une cuisine, enfin bref. Bon, là, c'était le rôle de l'entreprise de lui dire, écoutez madame, on ne peut pas faire ça pour telle raison, telle raison, telle raison. Maintenant, il faut qu'on trouve une solution. Parce qu'on peut... En fait, le but, c'est jamais de dire oui ou de dire non, c'est dire oui, voilà la raison, et de dire non, voilà pourquoi je ne veux pas. Maintenant, il faut trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc, tous ces plans, ils doivent être faits en fonction, de l'existant quand il s'agit de rénovation, du desiderata de la maîtrise d'ouvrage, et 3, des possibilités techniques de réalisation en fonction, bien sûr, des budgets. Quand on est hors budget, on ne peut pas faire. Et en plus, le gros avantage des plans d'exécution, c'est que si on est dans des budgets qui ne fonctionnent pas, on va tout de suite le voir. C'est-à-dire que s'il y a eu un petit dérapage où le client a demandé, le maître d'ouvrage il peut demander, il peut toujours demander, mais on doit lui répondre de façon sereine, c'est-à-dire oui monsieur, on peut le faire, ça ne crée aucun problème, on peut le faire, ça va vous coûter, ou on ne peut pas le faire. Donc voilà le but de tous ces plans. Et voilà pourquoi il faut les faire, il ne faut rien oublier dedans, et même une toute petite entreprise, même un maître d'ouvrage qui fait réaliser une salle de bain, pas grand chose une salle de bain, eh bien il faut qu'il y ait un plan de la salle de bain, il faut que les carreaux, il faut qu'ils soient calpinés par exemple. Combien de fois j'ai vu des salles de bain où le carreleur il démarrait d'un côté puis il tournait, ce qui faisait qu'on avait une coupe dans un angle qui faisait 2 cm puis de l'autre côté qui faisait 18 cm. Ça ressemble à rien, alors qu'on sait pertinemment qu'il doit y avoir un calpinage, qu'on doit toujours démarrer dans le sens, dans l'axe de la douche par exemple, ou du panneau. C'est une autre qualité. Voilà, donc ça fait partie des plans d'exécution carreleur. Mais combien de fois on voit des plans d'exécution de carreleur? Jamais, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas ça n'existe pas, c'est très rare. Alors que si le carreleur s'en occupait un petit peu, partait d'une certaine façon pour avoir une pose correcte, ça éliminerait les problèmes. Alors vous allez me dire que moi j'aurais plus de travail, bien sûr. Mais à la limite, je préfère autre chose. Mais le truc c'est que les experts, on est là pour dire ça va ou ça va pas, mais le problème c'est que c'est toujours trop tard. Donc si on a des plans d'exécution, si on a des points de référence, si on peut chercher
comprendre ce qui se passe, ça peut que marcher. Donc, messieurs les maîtres d'ouvrage, quand vous avez décidé de faire des travaux, faites-vous une esquisse vous-même, prenez des idées, donnez-les éventuellement à un architecte si vous voulez, ou un maître d'œuvre, ça n'a pas d'importance, qui vous les mette en forme, qui se rapproche le plus près possible de votre cahier des charges, c'est-à-dire le cahier des charges, c'est ce que vous voulez et combien vous voulez y mettre. S'il vous dit non, il n'y a pas assez d'argent, eh ben, c'est pas la peine, faut pas essayer d'extrapoler, on peut pas, c'est tout. Donc, faites vers ces plans, vous avez des plans de projet, après les plans de projet vont être soumis à des entreprises qui font des devis, et qui vont devoir, elles, fournir des plans d'exécution, en fonction bien sûr du type d'entreprise. Un maçon, une entreprise de maçonnerie qui a 10 personnes, une entreprise qui en a 300, n'a pas le même matériel ni les mêmes techniques. Donc il faut s'adapter à l'entreprise. Le but des plans d'exécution, c'est l'adaptation à l'entreprise. Alors, après, dans ces plans d'exécution, il y a tous les bureaux d'études qui interviennent, c'est-à-dire les bureaux d'études fluides, les bureaux d'études aéroliques et les bureaux d'éthique structure. Donc toutes ces personnes travaillent en collaboration. L'entreprise travaille en collaboration avec eux, et c'est ainsi que le maître d'ouvrage se retrouve à la fin avec quelque chose qui correspond à ce pourquoi il est là. C'est-à-dire, il a demandé un bâtiment d'une certaine dimension, d'une certaine qualité, d'une certaine esthétique. À la fin, il a. Tout simplement parce que le projet a très bien été réalisé au stade des bureaux. C'est-à-dire que je dis toujours qu'un projet, un chantier, quand on le démarre, on peut considérer qu'il est fini s'il est bien préparé. S'il est mal préparé, il n'aura jamais de fin. Voilà. Pour ce qui est des plans d'exécution, j'espère avoir été assez court et précis, mais il va y avoir des formations qui vont être mises en ligne, qui vont durer bien plus longtemps et qui sont certainement mieux étayées avec des documents, avec plein de choses qui vont avec, que vous pourrez acheter plus tard. Mais pour l'instant, on s'en tient à ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.